Section 1.6, le mouvement uniformément accéléré. On va aussi souvent l'appeler avec son surnom qui est plus rapide, le MUA, pour mouvement uniformément accéléré. Deux objectifs dans la section ici. On veut tout d'abord connaître les caractéristiques d'un MUA, et puis ensuite on veut savoir utiliser les 4 équations qui sont toujours applicables à un MUA. Donc, tout d'abord, c'est quoi un mouvement uniformément accéléré? Ben, le nom le dit en partie. Hein? C'est un mouvement qui possède une accélération constante. Uniformément accéléré veut dire accélération constante. Puis, soit dit en passant, une accélération égale à 0, ça peut être un MUA aussi. C'est pas parce que l'accélération égale à 0 que ça ne peut pas être un MUA. Ce qui est important, c'est que son accélération soit tout le temps la même dans le temps. Faut pas qu'elle change. OK? Sachant cela, ben, ça va nous diriger vers des équations qui sont applicables seulement pour le mouvement uniformément accéléré. Commençons par la première équation, qui est la vitesse en fonction du temps. Pour l'obtenir, cela, on va considérer un objet qui se déplace selon un axe X avec une accélération constante, bien sûr, on n'a pas le choix, et en prenant t initial égale à 0. Donc, c'est comme si on partait un chronomètre, là, puis on commençait à regarder notre mouvement uniformément accéléré à t égale à 0. Donc, on commence avec la définition de l'accélération moyenne qu'on a vue à la section 1.5. Puis, sachant qu'on dit que T0 c'est égal à 0, ben, dans le développement de delta T, on aurait T moins T0, mais là, on remplace le T0 par 0, tout simplement. Et là, ce qu'on fait ici, c'est qu'on isole, on réarrange notre égalité ici, là, AX qui est égal à VX moins VX0 divisé par T. On le réarrange pour isoler la vitesse finale. Hein? Vx, c'est vitesse finale. Vx0, c'est la vitesse initiale. Bon. Donc, on obtient maintenant cette petite équation-là. Sauf qu'il nous reste une petite chose à appliquer. C'est qu'on sait que dans un MUA, l'accélération est constante. Donc, dans ces cas-là, l'accélération moyenne est égale à une accélération instantanée. Hein? C'est le seul cas où est-ce que la valeur moyenne est égale à la valeur instantanée. C'est quand l'accélération est constante. Dans ce cas-là, je peux reprendre mon équation ici, puis juste, finalement, enlever la barre au-dessus là, de l'accélération ici. Et voilà, et ça me donne ma première équation du MUA, qui me donne la vitesse finale en fonction de la vitesse initiale, de l'accélération et du temps t. Deuxième équation, on l'appelle la position en fonction du temps. Et pour l'obtenir, celle-là, il va falloir qu'on trace le graphique de la vitesse d'un MUA. OK? Donc, ça ressemble à ça. Pourquoi ça ressemble à ça? Ben, c'est parce qu'un MUA, c'est un graphique qui va présenter une vitesse qui change de façon linéaire. Ben oui, nécessairement, parce que si l'accélération est constante, ça veut dire que la vitesse va changer avec toujours le même taux de variation. Et donc, c'est le cas d'une droite, comme on voit ici. Okay? Donc, ça, c'est le graphique, c'est un exemple de graphique de vitesse en fonction du temps qui s'applique à un MUA. Et donc, si je fais l'air sous la courbe de ce truc-là, c'est ce qu'on va vouloir faire. Si je fais l'air sous la courbe, on aurait l'air d'un rectangle ici en bas et l'air du triangle ici. On les a écrits directement sur le schéma. Là, c'est quoi les airs sous la courbe? Hein? Ici, on a un rectangle, donc base fois hauteur, donc t fois la vitesse initiale. Puis le triangle qui est ici, ben, ça va être la base, t, fois la hauteur. La hauteur du triangle, ça va être égal à l'accélération, qui est le taux de variation de la droite ici, multiplié par le temps qui s'est écoulé. Okay? Et divisé par 2 parce que c'est un triangle. Donc ça, c'est le déplacement qui correspond à l'aire sous la courbe. Donc on peut écrire ceci. Déplacement, c'est mon aire sous la courbe. Donc on a l'aire du rectangle ici, plus l'aire du triangle qui est ici en haut. Là, je peux réarranger mes termes. Déjà, on voit ici qu'il y a t multiplié par t, donc ça fait apparaître un t carré. Puis, mon delta x, le déplacement, on sait que ça correspond à position finale moins position initiale. Et si je réarrange mes termes juste en envoyant le x initial du côté droit de l'équation, ben, j'arrive avec ma deuxième équation. Ça, c'est sa forme finale. Où est-ce qu'on obtient finalement position finale en fonction de la position initiale plus la vitesse initiale fois le temps t plus une demi-accélération fois le temps t au carré. Okay, donc, deuxième équation. Et vous remarquerez que cette équation-là, elle a la forme d'une parabole. Okay, vous connaissez les paraboles, hein? Quand on a des fonctions qui dépendent d'un terme au carré plus un autre
terme qui n'est pas au carré, ben, équation d'une parabole. Dans ce cas-ci, ça c'est la forme générale d'une parabole, mais le A majuscule qui est le coefficient là, qui est multiplié au t au carré, dans notre cas, c'est 1/2 fois l'accélération. Le coefficient B, dans notre cas, c'est tout simplement vitesse initiale. Et dans notre cas, le coefficient qui n'a pas de dépendance à t, ben, c'est tout simplement position initiale, x0. Okay? Donc, sachant cela, dans un MUA, tout de suite, on peut dire que la position en fonction du temps va être en forme de parabole. Okay? Et donc là, je vous montre les deux cas possibles. Dans le cas où l'accélération est négative, mais constante, parce que c'est un MUA, il faut que l'accélération soit constante pour ça. Quand l'accélération est négative, ça veut dire que la vitesse est tout le temps en train de diminuer. Ça veut donc dire que la parabole, qui représente ma position en fonction du temps, va être ouverte vers le bas. Et à l'inverse, si mon accélération est positive, ça veut dire que c'est une vitesse qui augmente sans cesse. Si la vitesse augmente, ça veut dire que mon taux de variation de la position X est tout le temps en train d'augmenter. Donc, ça veut dire que ma parabole est ouverte vers le haut. Okay? Donc, c'est les deux types qu'on verra. Hein? Un objet qui a une accélération négative, parabole de position ouverte vers le bas, et une accélération positive, ça va donner une parabole de position ouverte vers le haut. Okay? On va se pratiquer, on va en voir plusieurs cas, puis éventuellement, ça va venir un peu plus naturellement. Là. Donc, on va continuer avec nos équations. Donc, troisième équation, on veut trouver la position en fonction de la moyenne des vitesses. Et là, on fait attention parce que j'ai dit moyenne des vitesses, je n'ai pas dit vitesse moyenne. Okay? Je sais que les mots se ressemblent, là, mais la vitesse moyenne, hein, on l'a vu à la section 1.2, ça c'est la vitesse moyenne. Quand on dit moyenne des vitesses, ben, on additionne notre vitesse initiale, notre vitesse finale, puis on divise par 2. Ça c'est la moyenne des vitesses, ça c'est la vitesse moyenne. Ne pas confondre les deux. Okay? Donc pour trouver cette troisième équation-là, c'est simplement de reprendre encore une fois notre graphique de vitesse en fonction du temps, mais ce coup-ci, on va faire l'aire du trapèze plutôt que de la diviser comme étant une aire du rectangle plus l'aire du triangle. Et quand on fait ça, on se rend compte que notre déplacement, qui est l'aire sous la courbe, va contenir ce terme-là ici, là, vitesse initiale plus vitesse finale divisé par 2. C'est ça ici, la moyenne des vitesses. Ça revient aussi directement à prendre mon graphique, tracer, voyez-vous, un pointillé en plein centre qui correspond à la moyenne des vitesses et ensuite faire l'aire sous la courbe de ce rectangle-là. Okay? Ça ferait base fois hauteur. La hauteur, c'est ça. Donc, c'est ce terme-là qui est ici. Okay? Donc, ça me donne ma troisième équation du MUA. Ça, by the way, là, je ne vous demanderai pas les démonstrations de comment on a trouvé ces équations-là. Là. Je vous les montre juste pour que vous sachiez rapidement d'où est-ce que ça provient, puis pour que vous compreniez qu'on ne les a pas inventées, puis que c'est pas tombé du ciel. Là. Ça vient de quelque chose. Bon, je vous le montre, mais pas besoin de refaire ces démonstrations-là. Je ne vous le demanderai pas en examen, certainement pas. Allons-y maintenant avec la quatrième équation qui va me donner la vitesse en fonction de la position. Et pour faire ça, il va falloir qu'on manipule des équations qu'on connaît déjà. C'est-à-dire qu'on va prendre notre première équation, vitesse égale vitesse initiale plus accélération fois le temps t. On va isoler t dans cette équation-là. Et ensuite, on va la remplacer dans la deuxième équation. Donc, je pars de mon équation, j'isole t. Là, je le fais rapidement dans les grandes lignes. Là. Hein, on isole t là-dedans, donc j'envoie vitesse initiale de l'autre côté, je divise par l'accélération, ça me donne ceci. Ensuite, ce t-là, cette expression-là, je vais aller la remplacer dans ma deuxième équation. Ici, on reconnaît l'équation de la parabole. Là. Donc, deuxième équation, le t qui est là, je le remplace ici et ici. Ensuite, ça sera pas bien beau parce que surtout pas le terme ici, là, va falloir le mettre au carré. Ça va faire beaucoup d'algèbre. Donc, je vous épargne les détails. On isole, on joue avec nos termes, on simplifie et on arrive un peu par magie sur notre quatrième équation qui me donne finalement là, la vitesse en fonction de la position. Cette quatrième équation-là, elle a peut-être l'air un peu épeurante parce qu'il y a des carrés, mais je vous le dis, ça va être votre ami, cette équation-là. Pourquoi? Eh bien, de toutes les équations qu'on vient de voir concernant le MUA, c'est la seule équation qui ne possède pas de temps. Voyez-vous, le temps n'est pas ici. Ici, je vous montre les 4 équations du MUA pour résumer. Hein, on les a les 4. Vous voyez, il y a du temps dans chacune des équations, sauf la quatrième. Donc, des fois, il y a des exercices qu'on va faire avec du MUA
où est-ce qu'on ne connaît pas le temps, il n'est pas donné dans l'énoncé, puis on cherche par exemple la position finale. Bon ben, sachant ça, n'importe laquelle des autres équations que je vais utiliser, je vais être un peu coincé. Il va falloir au moins que j'en utilise une autre parce que je connais pas le temps. Tandis que je pourrais tout simplement arriver directement avec ma quatrième équation et voilà, j'ai pas besoin du temps de toute façon, il n'y en a pas dans cette équation-là. Okay? Donc apprenez à reconnaître ça. Vous allez voir des exercices, si le temps n'est pas donné et qu'on n'en a pas de besoin, utilisez la quatrième équation, vous allez sauver beaucoup de temps en faisant ça. Okay? Puis ici en dessous, on a une petite légende là, de ce que représente chacun des termes, mais bon, ça vous les connaissez déjà techniquement. Là. X0 c'est la position initiale de l'objet, X pas de 0 c'est la position finale. Même chose avec V, X0 c'est la vitesse initiale de l'objet, Vx pas de 0 c'est la vitesse finale, et l'accélération techniquement elle est constante. Mais faites attention, chacune de ces valeurs-là peuvent être négatives ou positives. Si c'est négatif, il faut conserver le signe négatif. Très important. Ensuite, on va se doter d'une petite méthode de résolution. Parce que là, on commence à arriver dans une portion de la théorie où est-ce qu'on va avoir un peu plus de calcul. Donc, avant de partir dans toutes les directions puis pas trop savoir où aller, on va se doter d'une petite méthode de résolution. De un, ça va vous aider vous à vous orienter puis savoir un peu qu'est-ce qu'on va faire dans la résolution d'exercice. Mais ça va aussi m'aider moi à corriger vos examens puis à pouvoir vous donner du bon feedback. Okay? Parce que si j'arrive pas à comprendre ce que vous avez fait dans votre exercice, mais c'est dur pour moi de vous expliquer quoi faire si j'ai aucune idée de ce que vous-même vous avez fait. Okay? Donc, méthode de résolution, rapidement. Là, première étape, on fait un schéma qui comprend un système de coordonnées. Donc, avec un axe et une origine. Ça va beaucoup aider d'avoir un schéma puis savoir qu'est-ce que vous êtes en train de mesurer ou qu'est-ce que vous voulez représenter par votre schéma. Deuxième point, on identifie les données. Toujours en faisant attention aux signes. Donc, dans l'énoncé, quelles valeurs on me donne? Et ces valeurs-là, c'est quoi? C'est une position, c'est une vitesse, c'est une accélération, c'est un temps, etc. Okay? Donc, vous faites une petite liste de vos données. Comme ça va être plus facile après ça. Rendu aux équations, vous faites juste remplacer. Identifier ce que l'on cherche. Ça veut dire traduire la question en variable. Donc, si je vous demande quelle est la position finale d'Albert après qu'il ait parcouru, ben, ce qu'on cherche, c'est la position finale. La position finale dans nos équations, c'est X. Hein? Donc, on chercherait X. Ben, ça, il faut le dire. On l'écrit, tout simplement. X égale point d'interrogation. C'est ça que je cherche. Comme ça, je sais déjà où est-ce que je m'en vais. Je veux m'arranger pour isoler X. Ensuite, quatrième étape, déterminer la ou les équations nécessaires à la résolution. Petit truc que je vous donne. Si on a un inconnu, c'est seulement nécessaire d'utiliser une équation. Mais s'il y a deux inconnus dans le problème, ben là, on n'aura pas le choix. Il faudra utiliser au moins deux équations. Ensuite, quand on a déterminé nos équations, on résout mathématiquement. Puis finalement, point numéro 6, quand on est arrivé avec notre réponse, on vérifie la validité de la réponse. Ça fait-tu du sens? Si je vous dis, j'ai pris mon vélo et puis je me suis mis à pédaler à telle vitesse, puis là je vous dis, quelle distance est-ce que j'ai parcouru après 15 minutes de vélo à une vitesse de, je sais pas moi, 5 mètres par seconde? Si la réponse que vous trouvez, c'est 200 millions de kilomètres, ça fait-tu du sens? Non, bien sûr que non. Donc là, il faut être critique par rapport à nos réponses. Avoir un sens critique, même si ta réponse n'est pas bonne en examen, si tu as le réflexe de m'expliquer après ça, monsieur, je pense que ma réponse n'est pas bonne parce que ça ne fait pas de sens, puis vous m'expliquez un peu pourquoi vous pensez que ça ne fait pas de sens, vous allez retrouver des points que vous aviez perdus en faisant ça. Okay? Donc, vraiment, là, en sciences, notre but au cégep, c'est que vous développiez un sens critique, mais ça s'applique aussi dans vos examens. Okay? Si vous trouvez une réponse qui ne fait pas de sens, dites-le, expliquez-nous pourquoi vous pensez que ça ne fait pas de sens, vous allez chercher des points comme ça. Okay? Donc, pour mettre ça en application, je vais tout de suite partir avec un exemple. Donc, vous allez avoir déjà une bonne idée de ce à quoi ça ressemble. Donc, on dit une voiture téléguidée se déplace dans le sens positif de l'axe des X avec une vitesse de 6 mètres par seconde. Elle est à la position X égale à 10 mètres lorsque T égale à 0 et elle reçoit la commande de ralentir à un taux constant de 2 mètres par seconde carré. On désire calculer
plusieurs choses. Le temps requis pour que la voiture se rende à x égale à 16. Bon. Avant même de me lancer dans les questions, dans l'énoncé, j'ai suffisamment de choses pour commencer ma méthode de résolution. Première étape, faire un schéma comprenant un système de coordonnées. Très bien, on va faire ça. Okay? Donc, je vais me prendre une règle, faire ça droit. Donc, c'est une voiture qui se déplace en une dimension, donc j'ai simplement besoin d'un axe. Hein. Déplacement en X. On va faire ça comme ça. Ça serait... Oups, excusez. Ça serait ma position 0 ici. Dans l'énoncé, on nous dit que la voiture va avec une vitesse initiale de 6 mètres par seconde et elle est à la position x égale à 10 lorsque t égale à 0. Bon, ben ça, ce que ça veut dire, essentiellement, c'est que la voiture est à la position x égale à 10 lorsque le problème commence, lorsque t égale à 0. Donc ça, dans le fond, c'est quoi? Ben, c'est mon x0, ça, là. Hein, c'est sa position au temps t égale à 0. Bon, bonne chose à savoir. Puis d'ailleurs, je vais représenter ma petite auto par un cercle rouge. Voilà. Auto-téléguidée. Et on me dit, toujours dans l'énoncé, qu'elle allait avec une vitesse de 6 mètres par seconde. On s'en souvient, ça? Bon, ben, vitesse de 6 mètres par seconde, je vais le dessiner comme ça. Puis ça, c'est une vitesse initiale, parce qu'on est au temps t égale à 0 et elle va à 6 mètres par seconde. Ça va changer après. Donc ça, c'est ma vitesse initiale. Vitesse initiale, 6 mètres par seconde. Et quand vous écrivez ça, là, des choses comme ça, posez-vous toujours la question, est-ce que c'est positif ou négatif? Bon, ma position initiale, c'est positif, parce qu'on me le dit pas mal dans l'énoncé, hein? Mais ma vitesse initiale, elle aurait pu être négative. Ça dépend de la direction dans laquelle elle va. Sauf qu'on me dit dans l'énoncé, elle se déplace dans le sens positif de l'axe. Ah, sens positif de l'axe, ça veut dire vitesse positive. Donc c'est correct, je ne me suis pas trompé encore là, dans mes signes. On dit ensuite, elle reçoit la commande de ralentir à un taux constant de 2 mètres par seconde carré. OK. Là, on a vu le truc dans la section 1.5. Si la voiture ralentit, c'est parce que le signe de la vitesse est différent du signe de l'accélération. Donc ça veut dire que ma voiture a une accélération négative de 2 mètres par seconde carré. Puis là, voyez-vous, le signe négatif de l'accélération, on ne me l'a pas donné dans l'énoncé. Là. Donc c'est à nous de le comprendre, ça. Okay? Mais on pouvait le comprendre parce qu'on avait tout ce qu'il fallait. On sait que la voiture ralentit, puis on sait que la vitesse initiale, c'est positive. Donc, l'accélération doit être négative. Donc, si j'ai à afficher sur le schéma mon accélération négative, c'est une accélération flèche double qui pointe vers la gauche. OK, donc là, ici, j'ai fait essentiellement mon étape 1 et 2 de ma méthode de résolution en un coup. OK? Là, maintenant, je peux aller voir ma question en A. Qu'est-ce qu'on demande? On demande le temps requis pour que la voiture se rende à la position x égale à 16. OK. Donc, x égale à 16, ça va être la position finale. Je peux le dessiner. Position x égale à 16. Bien, la question, essentiellement, si je la traduis en mathématiques, c'est ceci. Temps lorsque position égale à 16 mètres. OK? Puis donc, déjà là, je sais que je cherche un temps t, puis je sais que je connais position initiale, position finale, vitesse initiale et accélération. Sachant tout cela, je peux retourner voir mes équations du MUA. J'ai un inconnu ici, c'est le temps t. Donc, je me pose la question. Quelle équation vais-je utiliser qui va me permettre de déterminer le temps t, sachant que je connais x0, x, vitesse initiale et accélération? Bon, la réponse, c'est la deuxième équation ici. Je connais x0, je connais x, je connais vitesse initiale, je connais l'accélération. Le seul inconnu qui me reste, c'est le temps t. OK? Donc, je vais retourner à mon énoncé. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais recopier mon équation. Puis l'étape d'après, ce sera tout simplement de remplacer mes données dans mon équation. Comme ceci. Okay? Donc, position finale, ça vaut 16. Position initiale, ça vaut 10. T'sais, ça, cette étape-là est facile quand tu as déjà déterminé chacune de tes équations. Plus
vitesse initiale qui vaut 6, le temps t, c'est mon inconnu, plus une demi. Faites attention, n'oubliez pas que l'accélération est négative, faut garder le signe dans l'équation, fois le temps t2. Voilà, c'est mon équation que je dois résoudre. Bon, ici, vous voyez bien que notre inconnu, c'est t, et quand on a comme inconnu là, la variable indépendante dans une parabole, vous savez comment isoler ça. Hein? Faudrait que je réduise tout ça, puis qu'ensuite je fasse t égale moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Bon, vous avez déjà vu ça, là, vous savez ça. Moi, j'ai pas besoin que vous me montriez votre calcul là, de ça, de la parabole au complet. Là, okay? Il y a des calculatrices qui font juste prendre votre équation puis qui vous donnent les deux valeurs de t directement. C'est correct. Okay? Au cégep, le but, c'est pas que je vous vois calculer le moins b plus ou moins racine de b2, Je veux juste que vous partiez de votre équation, celle-là ici, puis ensuite, vous faites la réduction. Hein? La réduction de cette équation-là, dans le fond, ce serait... Attendez, là, je vais juste effacer ce que j'ai écrit, là, parce que c'est rendu dans le chemin. Vous faites une petite réduction comme ceci, donc 16 égale 10 plus 6t. Puis là, on réduit ça ici, là, donc ça donnerait essentiellement moins t carré. Voilà. Puis là, là-dessus... Ah non, on n'est pas encore prêt, parce que pour appliquer le moins b plus ou moins racine, il faut qu'on ait d'un côté 0, puis de l'autre côté, mes termes vont être là. Donc, si je veux le mettre en ordre, là, ça, moins 6. Voilà, comme ça. Fait que là, avec ça ici, moi, je veux que vous rendriez là, disons, en examen. OK? L'étape d'après, vous pouvez rentrer là, moins b plus ou moins racine de b2. Faites tout ça dans la calculatrice. Si vous voulez me faire le calcul au long, j'ai pas de problème, mais vous pouvez aussi tout simplement me donner les deux valeurs, puis ça va être correct. Puis là, disons, un étudiant fait ça, il rentre dans sa calculatrice et il me dit, ben, j'obtiens deux réponses. T égale à 1.27 ou 4.73 secondes. Voilà. OK? Puis ça, c'est bon. J'accepte ça sans problème. Sauf que, l'affaire ici, c'est qu'il y a juste une des deux réponses qui est bonne. On va rejeter 4.73. Pourquoi on rejette 4.73? Puis on va seulement garder 1.27 secondes. C'est parce que la voiture est initialement à 6 mètres par seconde. Donc là, elle va, je vais le mettre en rouge. Donc là, elle va se déplacer. Elle va ralentir. Ralentir. Un moment donné, elle va s'arrêter, puis elle va repartir dans l'autre direction. OK? Parce que mathématiquement, là, dans le fond, ce qu'on a dit à notre équation, c'est que l'accélération va toujours être de moins 2 mètres par seconde. Fait que quand la voiture se sera éventuellement arrêtée, elle va repartir dans l'autre direction. Pour vous donner une idée, là, ça correspond, j'en avais parlé rapidement là, dans la section, ça correspond à une parabole de position en fonction du temps qui est ouverte vers le bas. Okay? Donc, voyez-vous, à un moment donné, là, on va atteindre le sommet de la parabole, puis après ça, la voiture, ben, elle va continuer, elle va recommencer à aller vers les X plus petits. Là. Donc, c'est ce qu'elle fait sur mon schéma. Okay? Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que, si je reviens à ma question, à quel temps la voiture va arriver à X égale à 16? Ben, elle va passer par là à 2 temps parce qu'elle traverse le x égale à 16 une première fois quand elle va vers la droite et elle va le retraverser un peu plus tard quand elle revient vers la gauche. Okay? Donc, c'est pour ça que moi, le 4.73, je le veux pas parce que ça, c'est le temps quand elle revient. Puis, je le veux pas le temps quand elle revient. Je veux juste le temps quand elle arrive à x égale à 16 la première fois. Voilà. OK? Bon, on arrive ensuite à B. On cherche la vitesse de la voiture lorsqu'elle est à x égale à 16. Très bien. Mais là, encore une fois, je veux traduire la question mathématique. Donc, quelle est la vitesse lorsque position x égale à 16 mètres? OK? Puis là, même chose. Je connais
des valeurs. Maintenant, remarquez bien qu'on connaît une valeur de plus. Le temps t égale à 1,27 secondes, c'est une valeur que je n'avais pas avant. Ça fait que maintenant, je l'ai, cette valeur-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, comme tantôt, on s'en va voir nos équations du MUA. Quelle équation que je pourrais utiliser qui va me permettre de trouver la vitesse finale? Bon, techniquement ici, on pourrait utiliser toutes les équations sauf la deuxième. Parce que la deuxième, il n'y a pas de vitesse finale là-dedans, donc ça ne me sert à rien. Mais les trois autres, ils ont une vitesse finale, puis je connais tout le reste des équations, des données par contre. Pardon. Donc, je peux utiliser celle que je veux. Moi, je vais utiliser la première en haut parce que ça me semble être la plus simple pour mes besoins. Donc, l'équation, c'est la première, l'équation de la vitesse en fonction du temps. Ceci, et tout ce que j'ai à faire, c'est remplacer les chiffres que je connais. Je cherche ma vitesse. Vitesse initiale, on sait que c'est 6. L'accélération, c'est moins 2. Et le temps t, c'est 1,27. Okay? Donc, on fait les calculs et on obtient directement une vitesse égale à 3,46 mètres par seconde. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. On arrive maintenant à C. Dans la question C, on demande la vitesse de la voiture à la position x égale à 20. OK. Très bien. On cherche donc vitesse lorsque position finale égale à 20 mètres. Là, notez bien que je ne connais pas le temps. Tantôt, le temps que j'ai trouvé, 1,27 secondes, c'était lorsque on était à 16 mètres. Là, moi, je veux savoir lorsque je suis à 20 mètres. Donc, le temps t, techniquement, ici, je ne le connais pas non plus. OK? Donc, là, on va faire le même exercice. On retourne voir nos équations du MUA. Je ne connais pas le temps et je ne cherche pas le temps non plus. Je cherche la vitesse sans connaître le temps. Donc là, tantôt, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. La quatrième équation, on va l'aimer de temps en temps, justement pour cette raison-là. Elle ne contient pas de temps. Et donc, quand je ne cherche pas le temps et que c'est un inconnu, ben, j'ai tout à fait avantage à utiliser cette quatrième équation-là. C'est ce que je vais faire ici. Okay. Donc, je la recopie. Vitesse finale au carré est égale à vitesse initiale au carré, plus 2 fois l'accélération, fois position finale, moins position initiale. Comme ça. Je remplace par ce que je connais. Ma vitesse finale, c'est mon inconnu, donc je la laisse comme ça. Ma vitesse initiale, c'est 6, plus 2 fois l'accélération de moins 2. Position finale, c'est 20. Hein, c'est ça qu'on dit dans la question. Position initiale, c'est 10. Voilà. OK. Là, pour une des rares fois, je vais faire l'algèbre avec vous, juste parce qu'on va arriver à quelque chose que je veux vous expliquer. Donc, V carré égale 6 à la 2, c'est 36, plus 2 fois moins 2, ça donne moins 4, entre parenthèses, 20 moins 10, ça donne 10, donc V2 égale à 36, moins 4 fois 10, 40. Donc V2 égale à moins 4. OK. Là, on arrive ici. Qu'est-ce qu'on ferait pour isoler V? On ferait la racine carrée de chaque côté. Essayez racine carrée de moins 4 dans votre calculatrice. Ça ne marchera pas. Ça va dire erreur. Pourquoi ça dit erreur? Ben, c'est parce que la racine carrée d'un négatif, ça n'existe pas dans le plan des chiffres réels. Ça existe dans les chiffres imaginaires, mais vous ne les avez pas nécessairement vus. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu dire qu'on a fait une erreur de calcul? Non, je peux vous le garantir, j'ai pas fait d'erreur de calcul nulle part. Pourtant, ma calculatrice me dit erreur, puis elle veut pas me donner une réponse. Ouais, mais ça a une signification physique en tant que telle. Et cette signification physique-là, il faut que je réussisse à la comprendre. Parce que, mettons, vous êtes en examen, vous arrivez à ça. Oui, bien sûr, vous vérifiez vos calculs pour être sûr qu'on ne se soit pas planté. Mais ça se peut que la réponse que je cherche, ce soit erreur, puis que vous m'expliquiez pourquoi que c'est erreur. OK? Donc là, ici, on va y réfléchir un petit peu. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi je ne trouve pas de réponse? On va revenir au schéma, puis je vais vous expliquer pourquoi je ne trouve pas de réponse.
La voiture, je vous avais dit, elle commence à la position x égale à 10. Elle se déplace vers la droite, mais elle ralentit. Elle ralentit, elle ralentit, elle ralentit. Éventuellement, elle va s'arrêter quelque part ici, à la position finale que je ne connais pas. Mais ça se peut-tu que cette position finale-là soit plus petite que 20? Autrement dit, ça se pourrait-tu que ma voiture s'arrête avant la position x égale à 20 et qu'elle retourne de bord, donc elle repart vers les x plus petits, auquel cas elle passerait jamais par x égale à 20? Ça se peut-tu, ça? Ben oui, ça se peut. Certain que ça se peut. Puis pour vous le démontrer, on va aller faire mon exercice D, qui est justement de trouver la position d'arrêt de la voiture. Donc la position d'arrêt de la voiture, ça veut dire à quel x est-ce que j'aurai une vitesse égale à 0. C'est ça que ça veut dire. Hein? Elle va s'arrêter momentanément avant de repartir vers la gauche, mon auto. Puis je veux savoir à quelle position ça va se passer, ça. Okay? Et donc, pour faire ça, je vais encore une fois utiliser ma quatrième équation. Parce que je n'ai pas besoin du temps, puis je ne le connais pas dans mon énoncé. Voilà. Je veux une vitesse finale égale à 0. Donc ça, c'est 0. Ma vitesse initiale, c'est 6. Mon accélération, c'est moins 2. Position finale, c'est ce que je cherche. Position initiale, on a dit que ça vaut 10. 0 égale à 36. Moins 4 fois x moins 10. 0 égale 36 moins 4x plus 40. Je vous épargne le petit détail qui reste. On isole x. On trouve 19 mètres. Ben oui, justement. Voilà. On vient de confirmer ce que j'avais énoncé comme hypothèse à la question D. Si je remonte à mon schéma, la voiture s'arrête à la position... Oups, pardon. La voiture s'arrête à la position x égale à 19. Ça veut dire que vis-à-vis x égale à 20, elle se rendra jamais là. C'est pour ça que je suis incapable de trouver sa vitesse lorsque je passe à x égale à 20, parce qu'elle passe jamais à x égale à 20. Voyez-vous, ça, ce raisonnement-là, il faut être capable de l'avoir. Si vous arrivez à vitesse égale à erreur, ça se peut que ce soit ça la réponse que je cherche. Simplement, il faudra m'expliquer pourquoi. Okay? Pourquoi on arrive à erreur? Ben là, vous utilisez votre sens logique. Vous utilisez le schéma. Hein? Le schéma, c'est vraiment votre ami ici. Là, pour représenter, pour s'imaginer ce qui se passe, ça va vraiment vous aider. Okay? Donc, ça ressemble à ça. Section du MUA. On s'arrête là-dessus parce qu'on arrive à la fin de la section. Et donc, je vous revois très bientôt pour la section 1.7.